Allez, sans plus attendre, dans Enquête de foot, il y a des enquêtes. On espère que cette qualification de l'équipe de France au Brésil est le début d'une grande aventure. Mamadou Sakho l'a dit hier soir. On est au Brésil, il faut maintenant se reposer et tirer les enseignements. Effectivement, après une période compliquée, comment profiter de ce nouvel élan? Comment tirer les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Enquête sur les 5 dernières années des années noires. Enquête signée Jean-Marie Goussard. Ces Bleus-là ont-ils le souvenir d'un Stade de France en liesse? L'espace d'une soirée miraculeuse, d'un revirement inespéré face à l'Ukraine qui lui offre un aller simple pour le Brésil, l'équipe de France a bien cru hier soir remonter le temps. L'euphorie d'une qualification peut faire oublier 4 jours étouffants dans le huis clos de Clairefontaine. Mais 90 minutes suffisent-elles à effacer plusieurs années d'errance et de déliquescence? Notre enquête avait débuté la semaine dernière devant une chaise vide. Celle qu'aurait dû occuper Eric Abidal pour une interview que nous espérions être une confession à quelques jours du barrage. Mais le doyen des Bleus, finaliste de la Coupe du Monde en 2006, rescapé du fiasco en Afrique du Sud, s'est dérobé au tout dernier moment. Revirement aux consignes, la preuve que les fantômes du passé étaient toujours présents. Le football français est-il assez mûr désormais pour regarder son histoire en face? On est la seule nation au monde à avoir fait grève. Coupe du Monde. Et je veux dire, on va le traîner pendant des années, ce boulet. Même si on ne veut plus en parler. Même si on... dès qu'il y aura un problème, il nous reviendra comme un boomerang dans la gueule. Moi, je ne veux pas en parler, mais vous me faites parler. Mais moi, encore, aujourd'hui, il n'y a pas des jours où ça se passe où on n'y pense pas. J'étais à côté du bus. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, le football, j'ai plus la même vision, quoi. Qu'est-ce que je peux perdre de pire que la finale de la Coupe du Monde? Et il m'arrive un truc qui est pire, c'est on participe pas à la Coupe du Monde 2010 alors qu'on y est. Jamais je n'aurais imaginé, même une heure avant, que ces événements auraient lieu. Je pense qu'on regrette tout ce qui s'est passé en 2010. Mais si le mal était plus profond que le traumatisme de Naïsna? En 2008, la grande lessive est annoncée. L'équipe de France est éliminée sans gloire dès le premier tour de l'Euro en Suisse et en Autriche. Un match nul, 2 défaites, une atmosphère délétère. L'échec est cuisant et le coupable tout désigné. Ce sont les médias qui ont réclamé cette émission à partir de 2008, parce qu'il y avait des désaccords, parce que Raymond était un personnage atypique qui a un caractère, qui a une façon de dire les choses qui ne plaisent pas forcément, et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vous en avez envie? Est-ce que vous... C'est pas, je ne répondrai pas à cette question parce que je crois que mon sort personnel n'a, pour moi, aujourd'hui, aucun intérêt pour moi. Je veux dire, je n'ai jamais fait de projet d'avenir. Je parle de l'équipe de France. Je dis l'équipe de France a un vrai projet d'avenir. La succession semble ouverte. Pourtant, le Conseil fédéral, où Raymond Domenech ne compte plus ses détracteurs, va prendre l'opinion à contre-pied. Sur proposition de son président Jean-Pierre Escalette, le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. Contacté, Jean-Pierre Escalette a refusé de revenir sur le sujet, mais pas son bras droit de l'époque, Fernand Duchossois, qui lui a succédé à la tête de la fédération 2 ans plus tard. Je pense que l'erreur de base, tout le monde le sait, c'est qu'il aurait fallu se séparer de Raymond bien en amont, c'est-à-dire après le championnat d'Europe. On a eu tort. On a eu tort et j'ai eu tort. À l'époque, Christian Teinturier, président de la Ligue du Centre, est le seul à s'abstenir au moment du vote. Aujourd'hui encore, il a bien du mal à expliquer cette décision. C'était peut-être aussi difficile de trouver un successeur, je ne sais pas. Comme on disait, c'était un peu un leitmotiv, la stabilisation, il ne faut pas déstabiliser l'équipe, c'est-à-dire essayer de stabiliser, essayer de vous dire demain ça ira mieux, essayer de voir. C'est peut-être ça la démarche. Mais en tous les cas, pour moi, je craignais qu'on ait des difficultés et ça s'est avéré après. Alors.
malheureusement. Paru 2 mois plus tard dans la presse, le verbatim de la réunion laisse clairement apparaître un consensus mou. Jean-Pierre a mis dans la balance sa démission. Et il y a eu des déclarations, en particulier de Gérard Rouillet. Raymond Domenech a la compétence, il a la connaissance des joueurs, il a la détermination et la conviction pour rebondir. Il y a eu des déclarations aussi de Michel Platini dans la presse pour le Conseil, bien qu'il était membre du Conseil fédéral quand même. Invité récemment du Canal Football Club, l'actuel président de l'UEFA assume pleinement la position qu'il a prise. À part sa com qui n'a pas été très bonne, sinon c'est quelqu'un de fédéraliste, c'est quelqu'un qui essaye de donner la meilleure équipe, qui s'est investi à 200%. Et je maintiens que bon, c'était un bon choix. D'autant que le président de la fédération m'a demandé de le soutenir. Donc je l'ai soutenu étant donné que je suis un bon vice-président. Il faut sauver le soldat Domenech. Donc on fait appel à toutes les bonnes volontés pour qu'il s'engage derrière Domenech. D'où les joueurs qui disent ah ben c'est le meilleur entraîneur du monde. Comme Willy Sagnol, Patrick Vieira ou Karim Benzema, Franck Ribéry est fortement invité à soutenir Raymond Domenech. Pour moi, Domenech ne doit pas partir. Il faut qu'il continue le travail avec ce groupe. S'il y a eu des erreurs, il n'était quand même pas tout seul. Franchement, j'aimerais qu'il reste. Mais quelle autorité a un sélectionneur après un joueur qui lui a sauvé, sur un joueur qui lui a sauvé la tête? Il est obligé, de le prendre, de dire amen à tout ce qu'il veut. On a fait clairement ça en 2008, on a demandé à des joueurs de prendre position. Oui. À l'automne 2008, c'est donc un sélectionneur affaibli et une équipe de France amoindrie qui entame une nouvelle campagne de qualification. À partir du moment où il est maintenu, tu essayes de travailler, tu occultes ce qui s'est passé avant, et tu dis on a 2 ans pour préparer la Coupe du Monde et pour essayer d'y aller et faire bon résultat. Non, pendant 2 ans, ça a été badabim, badaboum, badabim, badaboum, badabim, badaboum. Je vous dis, c'est pas facile. Hein. Le maintien de Raymond Domenech est remis en cause à chaque sortie. Le projet de jeu tant attendu peine encore à voir le jour. On sent bien que l'équipe de France est convalescente, que le jeu pratiqué n'est pas exceptionnel, que l'ambiance générale autour de l'équipe est détestable. Vous savez, quand vous arrivez au Stade de France et que vous faites siffler, il y a quand même des meilleures conditions pour jouer. Le coup des casques, de la Marseillaise, ils signent pas d'autographe, il y a eu pas mal d'exagérations aussi autour de ça, mais en même temps, il n'y avait pas complètement fumée sans feu. Après, on amplifie les choses un peu trop peut-être parfois, mais elle est antipathique et le sélectionneur a cette posture qui passe pas. Du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. Surtout, et le sélectionneur le reconnaîtra plus tard, il a minimisé le fossé générationnel face à des joueurs qui se révoltent par exemple contre l'heure jugée trop matinale des petits déjeuners. Les repères que constituaient les anciens, leur importance comme modèle, les valeurs qu'ils pouvaient incarner aux yeux des jeunes, tout cela a brutalement volé en éclats. Ce n'était plus les mêmes rapports qu'il y avait entre les joueurs et nous-mêmes. Oui. À partir du moment où il n'y a plus de meneurs, parce qu'ils se sont arrêtés ou parce qu'ils étaient fatigués, etc., il s'est produit que les jeunes loups, ils ont voulu s'imposer. Et il faut qu'il y ait une hiérarchie quand on commande. Quand on instaure ces histoires de petits déjeuners, il y a de suite un holà de la part des joueurs, on ne va pas dire une grève, mais presque une grève de la part des joueurs en disant non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Donc à un moment donné, on ne sait plus qui commande qui et qui veut commander. Sur le strict plan des résultats, l'équipe avance et fait bloc. Officiellement, il n'y a ni contestation, ni remise en cause des choix du sélectionneur. Pas prononcé ces phrases que cite le journal Le Parisien. Vous n'avez pas dit on n'a aucun style, aucune idée directrice, aucune identité? Non. Vous démentez donc? On a eu une discussion, et je vous le répète, qui a été constructive pour l'équipe. Elle finit avec le même bilan statistique que les champions du monde de 98, et pourtant, c'est l'équipe qu'on aime détester. Tout est déjà sujet à polémique. Quand surgit un nouveau psychodrame, la main de Thierry Henry face à l'Irlande. Les barrages, de mon point de vue, marquent une vraie rupture. Il y a l'image de la triche, il y a un mauvais climat qui se crée autour de ces barrages. Et moi, je pense honnêtement qu'on a fait une grosse erreur en ne proposant pas de rejouer ce match. Et que les dirigeants n'ont pas pris la mesure à ce moment-là du divorce entre l'équipe et l'opinion publique. Encore une fois, comme c'est l'équipe qu'on aime détester, ça participe à la curée. C'est surtout mal vécu de l'intérieur Thierry Henry.
Ça, je vous le garantis, il le vit très mal. On a eu du mal à s'en détacher. D'ailleurs, je me demande si on s'en est jamais détaché. Jusqu'à la Coupe du Monde, on s'en est jamais détaché. L'équipe de France est une source intarissable à problème. Le 5 janvier, 5 mois avant le début de la Coupe du Monde, le président Escalette ouvre publiquement la course à la succession de Raymond Domenech. Le gouvernement est en prévoir. Nous savons que le contrat de Raymond se termine après la Coupe du Monde. Et donc, nous faisons et nous ferons tout ce qu'il faut pour que les choses se fassent. Mettez-vous à la place d'Escalette. Il disait, et me l'a dit souvent, mais j'ai soutenu Domenech de manière très forte. J'en ai pris plein la gueule à cause de ça. Je l'ai fait de manière parfois irrationnelle, ça m'est reproché. Et maintenant que j'explique qu'il va au bout de son contrat, mais que je vais choisir quelqu'un d'autre, on vient me dire que je sape son autorité. Ouais, Jean-Pierre Escalette, il en a marre. Il en a marre. Il est excédé et il est conscient de la détérioration forte de l'image. Et il est convaincu que si l'équipe de France attire dans ses filets Laurent Blanc, pour la première fois, un mec de 98 va prendre les rênes. Qu'on a l'Euro 2016, ça peut repartir. En attendant, lâché par son président, Raymond Domenech se retrouve à nouveau fragilisé. D'un coup, je devenais officiellement une sorte de figurant. En somme, le président envoyait le signal que c'était fini avant même de commencer et que lui-même était déjà passé à la suite. Les joueurs savent que le prochain sélectionneur, ça ne sera plus celui qui est en place. Donc il y a moins d'écoute. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas lui qui repartira. Donc les joueurs prennent ça en considération. Et malheureusement, ça s'est fait et on doit subir encore une chose, encore en plus, un poids supplémentaire sur l'équipe. On avait l'impression que dès qu'on sortait la tête de l'eau, boum, on prenait un coup et on repartait dans les profondeurs. Quand ils mettent enfin les pieds en Afrique du Sud, les Bleus veulent croire que les ennuis sont derrière eux. Leur parcours en Coupe du Monde 2006, mal engagé avant de s'achever sur une finale à Berlin, peut encore servir de référence à une équipe en manque de repères et de confiance. Le choix des hommes, les choix de lieux, les choix... Il y a plein de petites choses qui ont fait que certainement on n'était pas, quand on est arrivé là-bas, on n'était pas à 100% dans la Coupe du Monde. On s'est dit on passera entre les gouttes. On est qualifié, le groupe n'est pas trop mauvais, Uruguay, Mexique, Afrique du Sud. Voilà, on fera notre petit tour, on passera les qualifs, et puis après, ce sera que du bonheur de toute façon. La révélation d'une insulte supposée proférée par Nicolas Anelka à la mi-temps de France-Mexique entraîne son exclusion de l'équipe et balaie d'un coup le fragile édifice. Le lendemain, le monde assiste stupéfait pratiquement en direct à l'implosion d'une équipe déjà au bord de l'élimination et qui refuse ni plus ni moins de s'entraîner. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Mais les choses sont-elles aussi simples que les images l'ont montré? Comment 23 joueurs ont-ils pu se montrer à ce point solidaires? Et pourquoi encore aujourd'hui refusent-ils d'évoquer l'événement? Je veux être honnête avec toi, j'ai pas envie forcément d'en parler. C'est pas à moi d'en parler. Et de deux, moi, c'est un épisode pour moi qui est fini. On en a déjà parlé pendant, on va pas en reparler là, mais c'est sûr que bon, c'est quelque chose on n'a pas fait, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais bon, après, c'est maintenant, comme j'ai dit, on avance et c'est fini, quoi. Tout s'est enchaîné très vite, ça fait qu'on a été un petit peu dépassé par les événements. Voilà, les décisions ont été prises très rapidement, on a été un petit peu pris de court et du coup, oui, on n'a pas accepté certaines choses et comme je dis, moi je pense qu'on pouvait faire autre chose. Voilà, je pense que dans la tête de chaque joueur, il doit y avoir une grosse part de regret et même si on ne peut pas l'effacer aujourd'hui, c'est fait, mais il y a du regret. Moi, en tout cas, il y a du regret de ma part. Ouais. J'ai beaucoup de regrets par rapport à la manière. Voilà. Vous aviez eu une réunion tous ensemble, les joueurs. Alou Diarra est conscient d'être déjà allé trop loin.
Vous aviez une réunion, c'était... Ce qui s'était passé là, c'est là que vous avez des regrets, finalement? Des réunions? Non, on est il n'y a pas eu une réunion en particulier. Hein. Parfois, voilà, quand on doit se dire les choses, je trouve que c'est une bonne initiative de se regrouper et voilà, d'avoir l'avis de chacun. Et voilà, ça on l'a pas fait une fois, hein, on l'a fait plusieurs fois et voilà. 3 ans et demi après, il est des réponses que l'on ne peut toujours pas obtenir et des vérités qui restent forcément à éclairer. 2 hommes ont eu cette chance. L'ancien député maire de Saint-Denis, Patrick Braouzek, et le magistrat Laurent Davenas. 2 hommes missionnés par la Fédération française de football pour faire la lumière sur Naïsna. On ne nous donne pas beaucoup de moyens, on nous donne d'abord une semaine, en gros, pour mener cette enquête, entre guillemets. On a vu très peu de gens, hein. On a surtout travaillé par téléphone, alors que j'aurais trouvé quand même plus intéressant d'avoir les joueurs en face de nous, d'observer leur mimique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc peu de moyens, peu de temps. Evra, si mes souvenirs sont exacts, est venu. Monsieur Domenech est venu, l'encadrement technique est venu, le président Escalette est venu, mais la plupart des joueurs ou des protagonistes avaient mille excuses à ne pas venir se faire auditionner par notre commission. Au total, 18 joueurs, 3 membres du staff et 3 dirigeants de la fédération acceptent de s'expliquer. Certains nous ont dit, quand on a vu les images après, on a eu honte, quoi. Enfin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, effectivement, c'est n'importe quoi. Enfin, il y avait sans doute un grand décalage entre ce qu'ils vivaient, la façon dont ils ont voulu exprimer quelque chose et l'impact que ça a eu. Les 2 joueurs qui auraient pu bloquer ce mouvement sont Gallas et Thierry Henry, peut-être à Vidal. Mais les 3 avaient le sentiment de ne pas avoir été traités et respectés comme ils auraient dû l'être et on laissait faire. Abandon ou trahison des leaders et défaillance de tout un système. On apprend que les dirigeants qui venaient ne mangeaient pas avec eux. Ils mangeaient la même chose que, bien sûr, de menu spécial, mais ils ne mangeaient pas avec eux, ils mangeaient dans une salle à part. C'était 3 mondes différents qui vivaient tout à fait séparément, puisque le président devant nous a reconnu n'avoir même pas pris un petit déjeuner avec les joueurs de l'équipe de France. Plus surprenant encore, dans son rapport qui n'a jamais été rendu public, la mission révèle les tentatives de réconciliation entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech, la veille de la parution de la une de l'équipe. Anelka, sur les conseils de Ribéry et d'Evra, décide d'aller s'excuser auprès de Domenech. D'ailleurs, on n'a pas pu savoir exactement ce qui s'est dit dans les propos tenus par Anelka dans le vestiaire. Donc les 2 joueurs font une démarche à l'étage technique. Domenech dit oui, bon, on va voir, on vous rappelle dans la journée. Ils ne sont pas rappelés, ils remontent, ils trouvent leurs entraîneurs en train de fêter quelque chose, enfin de pas du tout être préoccupés par ce qui s'était passé quelques heures auparavant. Et là, ils descendent, rejoignent leurs camarades un peu dépités. Donc le lendemain, la une de l'équipe, ça a été vécu, la convocation d'Anelka, l'exclusion d'Anelka a été vécue comme une injustice. À bien écouter, n'est-ce pas ce que le sélectionneur avait déjà dit au travers du fameux communiqué? À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. On a eu une réunion, nous, le soir, assez tard, juste la veille, au soir de la publication. C'est le lendemain qu'on apprend où on se quitte avec le staff, avec Raymond, en disant demain on voit Nico et on avise, on prend un truc. Donc pour vous dire qu'on s'était donné le temps, c'est quelque chose qui se construisait. Et après, il y a eu l'influence de ça, de cette une et de cet éclat-là. Et là, encore mauvaise gestion, on lui prend un billet pour Paris alors qu'il doit aller à Londres. Donc ça ne peut pas marcher, donc il reste plus longtemps et on l'autorise alors à aller dîner ou déjeuner avec ses camarades. Et c'est là que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de mener cette action. Qui a bien voulu entendre les arguments des joueurs?
En France, l'opinion publique et la machine médiatique s'emballent, réclamant des responsables, des coupables, quand elle n'exige pas plus radical, des suspensions à vie. Je ne peux que constater, comme vous, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. 5 joueurs sont finalement traduits devant la commission de discipline. Pour la version officielle, Nicolas Anelka, suspendu 18 matchs, a donc tenu des propos grossiers envers le sélectionneur national. Mais surtout, il a persévéré dans son attitude irrespectueuse en refusant de s'excuser auprès de Raymond Domenech, ce qui est en partie inexact. Eric Abidal est lui absous. Jérémy Toulalan suspendu 1 match pour être impliqué dans la rédaction du communiqué. Quant aux 2 supposés meneurs, le capitaine Patrice Evra prend seulement 5 matchs fermes, le vice-capitaine Franck Ribéry 3, pour leurs efforts d'apaisement entre Domenech et Anelka. Ils avaient eu quand même une attitude positive à ce niveau-là. D'ailleurs, ça explique, qu'elle d'ailleurs a été assez mal comprise, la modicité de la sanction, mais ça ressortait nettement de notre rapport. Et que ça ne méritait pas, effectivement, des radiations à vie de l'équipe de France ou d'autres mesures qui ont été préconisées. Moi, je crois que c'est une faillite collective. Et ça a été commode pour la fédération, finalement, de faire porter le chapeau, d'essayer de faire porter le chapeau à certains joueurs. La page de Nice Nain est-elle pour autant tournée? Nouveau sélectionneur, nouvelle gouvernance. Avec l'arrivée de Laurent Blanc, l'occasion est belle de rebâtir sur des bases saines. Ma démarche sera de retenir les meilleurs joueurs, puisqu'on est dans l'excellence, à leur meilleur poste. Tout ça pour avoir un but de faire la meilleure équipe possible. Mais comment parler du sportif quand il n'est question que d'image? Pour le premier match en Norvège, il ne retient aucun sélectionné du dernier mondial. Va-t-il oser à l'avenir se priver des bannis? C'est quelqu'un qui a des principes et qui a une ligne de conduite à respecter. Ça peut que nous faire avancer. On lui demande de faire table rase. On lui demande, il y a des politiques qui lui demandent de ne pas sélectionner un tel joueur. Vous savez le rôle du sélectionneur, ce que c'est? C'est de faire la meilleure équipe possible pour pouvoir être le plus compétitif possible dans les matchs à venir. Laurent Blanc ne promet rien, mais prend soin de ne fermer aucune porte. Dans l'opinion publique, le retour de Patrice Evra et de Franck Ribéry reste un sujet sensible. Quand il reprend les rênes de l'équipe de France, il doit prendre une décision sur le fait de ne pas aligner les joueurs qui étaient en Afrique du Sud. Donc ça a été sa décision, mais par la suite, il était convaincu qu'il fallait qu'il fasse appel sportivement aux joueurs qui méritaient d'être sur le terrain. Et Franck, quand je lui ai expliqué qu'on pouvait revenir, je lui ai dit, il y a 2 mois sur le terrain, sois bon sur le terrain, et tu verras qu'on y arrivera. Moi, j'avais dit que, de toute façon, une fois qu'on a fini sa peine, bon, c'était pas moi de sélectionner, mais que Laurent Blanc pouvait très bien reprendre donc, ceux qui avaient été punis, quoi. On sent tout de suite que le sélectionneur n'a pas finalement énormément de choix et puis n'a peut-être pas d'ailleurs tellement envie d'aller chercher d'autres alternatives parce que la survie même du sélectionneur est liée à ses résultats et que par conséquent il a intérêt à faire des résultats à court terme et à ne pas s'inscrire dans une politique de long terme. Le problème c'est qu'on paye ensuite durablement ce genre de politique. Si on n'est pas libre de faire ces choix-là, on peut pas occuper ce poste-là. Enfin, je ne peux pas occuper ce poste-là, c'est pas possible. Mais j'ai pas de compte à rendre à mon président de la Fédération française de football, éventuellement. En mars 2011, il saisit l'opportunité d'un déplacement a priori facile au Luxembourg pour rappeler ensemble et Patrice Evra et Franck Ribéry. Laurent Blanc est allé le rencontrer à Munich, ils se sont parlé tous les deux. Laurent Blanc lui a expliqué les règles du fonctionnement de l'équipe. Et pour lui, le passé, c'était le passé pour Laurent. Mais il a fait comprendre à Franck qu'il n'était pas condamné. Voilà, qu'il allait avoir besoin de lui, que l'équipe de France allait avoir besoin de lui. J'ai envie de revivre des belles choses ici en équipe de France, de m'éclater. Et je sais que ça ne sera pas facile. Donc j'ai envie de tourner la page. J'ai envie d'être une solution et pas un problème pour cette nouvelle génération. J'espère qu'ils ont eu peur. Parce que s'ils ont eu peur, ça veut dire qu'ils tiennent à l'équipe de France. Je pense qu'ils ont eu peur. Je pense qu'à un moment donné, dans leur réflexion, c'était de dire peut-être qu'on ne sera plus jamais sélectionné. Et ça doit faire mal.
Les volontés ministérielles de l'époque pèsent bien peu. Je ne comprends pas qu'on laisse entendre que les meneurs de la fronde en Afrique du Sud puissent être réintégrés. Vous avez l'impression que la fédération s'assoit sur... Complètement. Complètement. Parce que, après tout, ils savent bien que le passage en force fonctionne toujours en politique. Après, c'est le peuple qui juge. Si le joueur est pas bon, les gens les accepteront pas. Maintenant, s'il apporte quelque chose et qu'il a fini sa sanction, moi je pense que c'est tout à fait légitime qu'on puisse les reprendre. Quelques mois de sérénité et une série de 23 matchs sans défaite débouchent logiquement sur une qualification à l'Euro 2012 en Ukraine. Mais ils ne suffisent plus à une formation dont on scrute désormais les moindres faits et gestes. Avoir des joueurs 3 jours, c'est une chose. Avoir les joueurs pendant 1 mois et demi, c'est autre chose. Le caractère des joueurs ressort pendant le 1 mois et demi. Vous avez l'impression d'avoir découvert aussi l'équipe à ce moment-là en Ukraine? Oui. Et il y a des personnages qui ont émergé. Alors en bien ou en mal, mais il y a des personnages qui se sont émergés. En d'autres temps, le doigt de Samir Nasri, les bouderies de Yann M'Vila, de Jérémy Ménez et le portable d'Hatem Ben Arfa dans le vestiaire seraient passés inaperçus. Mais pas dans une équipe dont l'image est durement écornée. Au vestiaire, après le match, quand j'ai eu le téléphone... Hein? À Kiev? Ouais, à Kiev. Après, il m'a dit enlève le téléphone, j'ai répondu. Et puis après, voilà, c'est parti comme ça. C'est un échange de mots. Quand je le vois à la télé, ben, ça me hante en fait. Je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il est là et tout. Ça me poursuit, ouais. Après, les réactions des joueurs, on ne peut pas tout maîtriser. Il y a des réactions qui sont inattendues. Laurent, j'insiste sur Samir Nasri. Est-ce que c'est pas... Non, mais est-ce que c'est pas sincèrement, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. Non, mais là, vous êtes bien gentil. Je suis là pour parler du match de l'Ukraine. Ou éventuellement du match de l'Angleterre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Point. On était sur une série de victoires impressionnantes. Mis à part cette histoire entre Samir et le journaliste, on a très bien vécu ensemble pendant plus d'1 mois. On est resté après dans le bilan sur le comportement d'un joueur avec un journaliste, en oubliant tout le reste. Et c'est ça que, pour moi c'est une injustice vis-à-vis du bilan de Laurent Blanc par rapport à son passage en équipe de France. D'un strict point de vue comptable, Laurent Blanc n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Alors pourquoi son court mandat de 2 ans est-il perçu comme un échec? Il est choisi par un président qui n'est plus là. Il connaît un directeur avec qui il a mis en place le staff qui devait être le sien, directeur de la fédération qui n'est plus là. Il s'appuie à travers sa formation et tous les échanges sur un directeur technique qui n'est plus là. Il n'est qu'avec des gens qui ne l'ont pas choisi. Donc, il est certain que ça a dû lui poser quelques problèmes. 2 ans après, Rebelote, nouveau changement de sélectionneur, sauf que cette fois-ci, Didier Deschamps est le choix assumé du président Noël Le Graët, en place depuis quelques mois. Je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. Les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. Didier, ça tombe bien que vous soyez là parce que l'actualité est riche. Vous avez suivi bien sûr les déclarations de Patrice Evra, déclarations fracassantes ce matin. 13 octobre dernier, Didier Deschamps se retrouve comme ses prédécesseurs, rattrapé par une actualité qu'il n'a pas initiée. La violente attaque verbale de Patrice Evra contre 4 consultants. Je peux comprendre sur le fond ce qu'il a mené. On voit que c'est quelqu'un qui est à bout par rapport à une situation. C'est un problème de personne en réalité. C'est Patrice Evra, Pierre Ménez et les 3 autres personnes qu'il a citées. Vous avez dit que vous seriez très vigilant à toutes les déclarations, à tous les comportements, et que si un joueur mettait en difficulté l'ensemble, il n'y aurait aucune chance qu'il revienne. Est-ce que ça peut s'appliquer là? Là, c'est un problème, je le répète, de personne. À quelques jours du barrage face à l'Ukraine, la fédération décide finalement de ne pas sanctionner Patrice Evra, au mépris d'une charte qu'elle a pourtant rédigée 4 mois plus tôt. Vos comportements, vos attitudes et vos propos façonnent votre image relayée auprès du grand public par les médias, compagnons de route incontournables et indispensables. Par eux passe cette image que vous renvoyez au pays tout entier. Avec eux aussi, soyez pro.
Une question pour toi qui sera peut-être pour Philippe Tournon. Il y a eu quelques polémiques récemment entre Evra et les consultants. Didier Deschamps vous a-t-il briefé sur ce sujet, ou en tout cas briefé ceux qui venaient à la presse? Je vous remercie de me poser la question. Donc, comme je vous l'ai dit en off tout à l'heure, et je le redis plus solennellement ici, c'est la position de Didier, des joueurs et du staff de se concentrer uniquement sur ces 2 matchs à venir et de ne pas entrer dans ce genre de débat ou de polémique. Le président de la fédération est resté sourd à nos demandes d'interview. Sans doute l'équipe de France a-t-elle trop besoin de ce type de leader? Patrice Evra n'est-il pas intervenu à la mi-temps en Biélorussie alors que les Bleus et le jeune Paul Pogba étaient malmenés? Il nous a reboosté. Il nous a reboosté. Surtout moi, il m'a posé une question et c'est ça que j'aime chez lui parce qu'il est franc et il me dit tout. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai dit mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Un grand gaillard comme ça, tu te fais bouger. J'ai dit mais tu te crois où? Je vais vraiment rentrer dedans. J'ai dit tu te crois où? Ah, il m'a touché. Je veux pas qu'il me parle comme ça. Je préfère qu'il me dise de bonnes choses que me disait ah, ça va. Qu'est-ce qu'il y a en gros, on dirait t'as bu ou quoi? Mais réveille-toi, t'es pas à la Juve ici. J'ai dit réveille-toi, t'es pas à la Juve. Donc, je vais rentrer vraiment dedans. C'est pour ça que quand il a marqué son but, il est venu me voir sur le bord du terrain et je lui ai dit voilà, tu vois, c'est comme ça que je te veux. Même Didier Deschamps a été pris par l'urgence d'une qualification, au risque de négliger la construction d'un groupe. Quand, au cours de ces 15 premiers mois, a-t-il vraiment été question de jeu? À quelle occasion a-t-il pu réellement sélectionner, retenir et écarter? Quand on ne connaît pas les 11, quand on cherche, quand on a du mal, quand la réunion pour faire la liste, elle prend 2 heures, 3 heures, ben c'est qu'on n'est pas si bien que ça. C'est tout, c'est comme ça. Et l'histoire, elle est là aujourd'hui. Et pas pour des fautes qu'ils commettent en dehors, de relations, de ça. Ce qui va être le plus important, c'est le plan de jeu, c'est le jeu. Qu'est-ce qu'on a proposé à l'adversaire? Qui sont les joueurs qu'on a? Est-ce que c'est des joueurs décisifs? Quel profil ils ont? Et dans ce profil-là, est-ce qu'en ce moment, on a une grande équipe de France? Je dis non. Est-ce qu'en ce moment, on a une équipe de France qui peut progresser, qui peut mûrir? Je dis oui, mais à condition qu'on parle de jeu, qu'on parle de football. Aimé Jacquet avait construit une équipe. Je répète, c'est facile de parler après. Mais il avait formé une équipe de joueurs, même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais qui étaient soudés sur un même objectif avec un joueur de classe, c'était Zizou, et après, des gens qui se mettaient au service du collectif. C'est pas facile d'écarter des joueurs. Demandez à Aimé Jacquet. Didier Deschamps en est sans doute à ses réflexions quand arrive le barrage en Ukraine qui peut lui offrir du temps ou lui être fatal. Vendredi, après le revers de Kiev, il est tentant d'épiloguer sur une histoire sans fin, sur cet engrenage qui entraîne par le fond une équipe sans âme et sans ressort. Hier soir, au terme d'une victoire dont on ne la croyait pas capable, il est évidemment aisé de s'associer au concert de louanges. Vous n'y avez pas cru. Vous n'y avez pas cru. Nous, on y a cru en tout cas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle équipe de France comme ça, surtout avec un match à haut risque. Cet élan, cette communion, ce bonheur sincère, propre à créer le début d'une belle et nouvelle histoire, c'est tout ce dont ces Bleus avaient besoin, pour peu que le football français n'oublie pas les 5 années noires qu'il vient de vivre.